l'invité de la matinale. KTO Radio. Notre invitée ce jeudi matin est la présidente du CCFD Terre Solidaire, Virginie Amieux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. On vous reçoit à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation et on va aborder les enjeux autour de la souveraineté alimentaire, terrain sur lequel le CCFD s'engage et mène des actions dans de nombreux pays. Alors Virginie Amieux, le CCFD est une ONG française de solidarité internationale et un service, un organisme de l'Église catholique en France. Un mot sur les piliers de la pensée sociale de l'Église qui guident également vos actions. Oui, bien sûr. Nous, on a effectivement une double identité. On est à la fois ONG Solidarité Internationale, on agit là où commence la fin, et à la fois on est un service d'église créé dans les années 60. Et notre boussole, c'est effectivement la doctrine sociale de l'Église. Doctrine sociale de l'Église avec les questions de dignité, de bien commun, mais aussi de subsidiarité, de participation, de solidarité, et aussi de préservation de la maison commune et d'options préférentielles pour les pauvres. Voilà un peu la base effectivement de notre ADN qui est bien réactualisée avec la dernière exhortation apostolique du pape Léon XIV qui a été publiée la semaine dernière et qui parle bien de cette histoire de l'Église et de l'engagement de l'Église sur les questions sociales et sociétales. Dilexité dont on parlera plus tard sur KTO Radio. Alors Virginie Amieux, on va parler ensemble de la notion de souveraineté alimentaire. Et derrière cette notion, il y a bien sûr la question de la faim, vous l'avez dit. Combien de personnes ne mangent pas à leur faim dans le monde ou connaissent même la famine ? Alors on estime aujourd'hui qu'il y a 673 millions de personnes dans le monde qui connaissent la faim. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qui est bien réparti, puisqu'on estime qu'il y a une personne sur 5 en Afrique, ce qui correspond aussi à une personne sur 11 dans le monde, mais on a aussi 16% des Français qui disent ne pas manger à leur faim. Et donc l'insécurité alimentaire, c'est vraiment un phénomène qui reste massif et qui reste durable et qui concerne aussi, on pourrait dire, 2,3 milliards de personnes dans le monde, au-delà des personnes qui vraiment souffrent de la faim, donc qui, comme je le disais, s'élèvent à 673 millions de personnes. Soit une personne sur 11 dans le monde. Donc ça concerne des personnes à la fois en Afrique, mais vous l'avez dit aussi à moindre mesure, mais dans des pays comme la France. Voilà, oui, ça concerne effectivement l'ensemble de la planète. Et ce qui est très paradoxal, c'est qu'on pourrait se dire que la question de l'alimentation, c'est une question de disponibilité. Mais il est clair depuis bien longtemps que ce n'est pas qu'une question de disponibilité. C'est aussi une question de qualité, c'est aussi une question de répartition et de répartition des disponibilités alimentaires au niveau mondial. Et c'est bien ça la question qu'on va soulever ensemble de la souveraineté alimentaire. Est-ce que vous dites que c'est plus un problème d'accès à la ressource qu'un problème de quantité produite ? Voilà, exactement. On estime qu'il y a les quantités suffisantes au niveau mondial et qu'elles sont non seulement mal réparties et que surtout chaque pays n'est pas maître de son alimentation et donc de sa souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est un droit, il faut le rappeler, c'est un droit international défini dans la Déclaration des droits des paysans à l'ONU. Quels sont ces principes fondamentaux, les principes fondamentaux de la souveraineté alimentaire ? Alors la souveraineté alimentaire, c'est effectivement un droit qui a été défini en 2018 à l'ONU et qui est le droit des peuples à définir leur système alimentaire et leur système agricole. Alors ça se base sur quelques principes. D'une part, que les communautés puissent prendre part aux décisions qui les concernent en matière alimentaire et en matière agricole. D'autre part, qu'ils aient accès à une nourriture saine et une nourriture suffisante. Et puis que les méthodes qui soient mises en œuvre soient des méthodes écologiques qui permettent une durabilité des systèmes agricoles. Et enfin, qu'elles soient respectueuses de la culture des peuples. C'est-à-dire que le lien à la nature, puisqu'on parle d'une ressource naturelle, même si elle est cultivée, est très différent d'une culture à l'autre. Et il est important, et c'est la définition de l'ONU qui le dit, que les cultures soient respectées dans ce droit à l'alimentation. Donc tous les pays ont obligation de respecter ces droits-là.
Tout à fait. Et les États eux-mêmes ont la responsabilité de mettre en place des mécanismes qui permettent de mettre en place de telles politiques pour rendre accessible la souveraineté alimentaire à l'ensemble des populations. Et au CCFD Terre Solidaire, vous prenez, par rapport à cette souveraineté alimentaire, une position claire qui est de se détourner du système agro-industriel dominant pour justement permettre cette souveraineté alimentaire de tous les États, de tous les pays. Pourquoi une telle position ? Alors notre position, elle n'est pas contre, elle est pour. Notre position, elle est pour des systèmes alimentaires et agricoles qui permettent d'assurer cette souveraineté alimentaire. Et nous, ce qu'on constate partout dans le monde, c'est qu'elle n'est pas permise par les systèmes actuels et notamment l'agro-industrie. Alors je vais y revenir. On a publié l'été dernier un observatoire de la souveraineté alimentaire qui montre bien ces phénomènes et en quoi la production massive et notamment l'agro-industrie déséquilibre les systèmes alimentaires et ne permet pas d'assurer une souveraineté alimentaire partout dans le monde. Pourquoi ça pose problème justement dans cet observatoire où vous mettez la lumière entre l'interdépendance entre des pays comme la France et les pays du Sud global, et on peut le dire ainsi, une forme d'égoïsme des politiques agricoles, notamment de la France, qui recherche à tout prix la compétitivité. Pourquoi ça pose problème ? Alors c'est vrai que la France s'est dotée d'une définition de la souveraineté alimentaire qui n'est absolument pas celle de l'ONU, et ça c'est quelque chose, nous, qu'on dénonce, c'est-à-dire d'une définition qui est centrée plutôt sur les intérêts économiques de la France, et notamment nos intérêts à l'exportation, plutôt que sur cette capacité des peuples à décider et à être autonomes dans leur alimentation et leur système agraire. Alors je vais prendre quelques exemples. Si on prend par exemple, quand on regarde les échanges alimentaires mondiaux, et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de notre observatoire sur la souveraineté alimentaire, on remarque par exemple que certains pays, je vais prendre par exemple le Sénégal aujourd'hui, 65% du lait qui est importé dans le pays est du lait français. Et aussi 37% du blé. Ce qui veut dire qu'en fait, deux choses. Ça veut dire que le Sénégal aujourd'hui est totalement, ou très dépendant en tout cas, des exportations françaises. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est que ces exportations massives déstabilisent les systèmes agricoles du pays, et notamment les systèmes vivriers du pays. C'est-à-dire qu'on a, nous, en Europe, notamment une agriculture qui est fortement subventionnée, qui arrive donc avec des prix qui ne peuvent pas être concurrencés dans ces pays-là, et qui donc déstabilisent les marchés. Alors à l'inverse, on peut prendre d'autres exemples. Par exemple, si on prend l'exemple de Madagascar, aujourd'hui, 87% des crevettes de Madagascar sont exportées en France. Ce qui montre aussi là une dépendance forte vis-à-vis de la France, et donc une incapacité à mettre en place d'autres systèmes alimentaires que ceux qui permettent d'assurer les exportations vers la France. Et quelles sont les conséquences pour les personnes, les agriculteurs, les personnes qui produisent justement dans ces pays qui importent massivement depuis la France ? Alors en fait, il y a des coûts. Il y a des coûts qui sont des coûts cachés, qui sont des coûts sociaux et des coûts environnementaux. Et ça, on le montre bien aussi dans notre observatoire, sur lequel on a fait un zoom sur la question de la tomate marocaine. Alors c'est pas pour incriminer la question de la tomate, mais c'est vraiment pour se donner un exemple et puis approfondir un sujet. Et là, ce qui est très clair, c'est que les phénomènes d'importation, d'exportation sur des masses importantes et qui concernent l'essentiel des échanges avec un pays, premièrement, peuvent créer une déforestation importée. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour produire, pour exporter, on va déforester des territoires. Deuxièmement, on peut aussi voir que ça produit une exportation de l'eau. Alors ça paraît curieux quand on dit on exporte de l'eau, mais quand vous regardez par exemple l'avocat qui est une culture extrêmement consommatrice en eau, aujourd'hui au Maroc par exemple, où la culture d'avocat a été multipliée, je crois, par à peu près 10 ces dernières années,
on se rend compte qu'il y a des endroits où il n'y a même plus d'eau potable. C'est-à-dire que l'ensemble de l'eau est utilisée pour l'irrigation et non pas pour l'alimentation des personnes. Donc la souveraineté alimentaire défendue par la France, en fait, empathie sur la souveraineté alimentaire d'un autre pays, ça rentre en fait en concurrence ? Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et il y a aussi d'autres phénomènes là que j'ai pas notés, mais par exemple, on voit aussi que sur certains, on exporte, nous, des pesticides qui sont interdits chez nous et que l'on va exporter dans les pays et qui vont en fait nous revenir aussi dans nos assiettes, puisqu'ils vont être utilisés. On estime qu'il y a, je crois, 40 pesticides interdits qui sont utilisés sur les tomates marocaines, par exemple. Et puis on crée une précarité sociale, parce qu'on crée aussi, on a besoin pour ces cultures, alors je pense par exemple à la tomate marocaine, mais à d'autres cultures, ça pourrait être la crevette à Madagascar, ça crée un marché avec une main-d'œuvre très peu coûteuse, une main-d'œuvre qui est essentiellement féminine, et donc on crée par ricochet de grosses problématiques sociales dans un certain nombre de pays. Et quelle solution permettrait de rééquilibrer ce système et que vous essayez de mettre en avant au CCFD ? Alors pour nous, en fait, une des choses qui nous paraît vraiment important et qui n'est pas que pour nous, c'est la mise en place de systèmes agroécologiques. Alors voilà, l'agroécologie, c'est quoi ? L'agroécologie, ce sont des systèmes de culture qui sont par exemple des associations de culture qui peuvent être des systèmes qui prennent soin en tout cas des ressources, qui prennent soin du sol, qui prennent soin des ressources en eau. J'étais en échange dernièrement avec un agriculteur qui pratique l'agroécologie, y compris en France, et qui me racontait que lors de gros orages, il avait vu une énorme différence entre le ruissellement sur ses parcelles et le ruissellement sur les parcelles d'à côté. Et grâce à l'agroécologie, par exemple, on évite du ruissellement et on permet à l'eau de pénétrer, ce qui évite le ravinement dans un certain nombre de pays. Et donc, on est là aussi... L'agroécologie va permettre de lutter contre le changement climatique. Donc l'agroécologie, c'est quoi ? Ce sont vraiment des techniques qui permettent de préserver les sols, de préserver les ressources en eau, qui sont liées à des associations de culture, à du paillage, à de la lutte biologique, à de l'association entre culture et petit élevage, et puis aussi avec un soin particulier sur les semences, qui sont des semences paysannes que les paysans peuvent multiplier eux-mêmes. Voilà, donc c'est tout un système de techniques, et donc nous, partout dans le monde, on va aller accompagner des groupements paysans qui mettent en place de l'agroécologie, notamment face au changement climatique, pour leur permettre à terme de mettre en place une souveraineté alimentaire dans leur pays. Donc on a en fait deux actions en parallèle. Une première action, c'est une action de projet, et une deuxième action, c'est une action plus politique pour essayer de promouvoir effectivement ces systèmes plus résilients face aux aléas climatiques notamment. Donc voilà les types d'actions que vous mettez en place pour promouvoir la souveraineté alimentaire. Et donc vous lancez notamment une campagne de dons en cette journée mondiale de l'alimentation. J'invite les auditeurs à aller faire un tour sur votre site et pourquoi pas donner quelques euros. Merci Virginie Amieux d'être venue en studio ce matin sur KTO Radio. Je vous remercie.